Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui on se retrouve pour parler de gros bras, de gros guns, pour aller faire la bagarre et on va parler donc de l'ère Wildstorm de Jim Lee. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouve que cet univers Wildstorm lui allait très très bien et que c'est bien dommage qu'il ait fini par en sortir, voire même à s'en séparer. Donc ça va être peut-être un petit peu moins orienté aujourd'hui sur le dessin et un petit peu plus sur finalement un petit peu cet univers, ça me permet d'en reparler un petit peu. Et puis de vous dire aussi pourquoi les caractéristiques dont je vous ai parlé dans la vidéo 1 du style de Jim Lee, je trouve trouver une excellente résonance dans l'univers de Wildstorm. Euh, et donc on va commencer tout de suite par parler de cette relecture moderne de la figure du super-héros. Parce que effectivement, si vous avez commencé l'univers Wildstorm avec le premier titre qui était les Wildcats, vous avez, je pense tout de suite à l'époque comme moi, vous vous êtes dit que c'était la version des X-Men de Jim Lee avec une approche quand même très colorée. Là, on le voit dans cette double page dans laquelle, alors je ne sais plus si c'est l'épisode 2 ou 3, les Wildcats se retrouvaient face au Youngblood de Rob Liefeld. Donc c'était vraiment le début de cet univers où les personnages interagissaient, tous les univers de l'univers Image, à savoir Savage Dragon, Spawn, Youngblood, Wildcats. On avait un petit peu plus tard Cyberforce qui est arrivé, Wetworks a mis plus de temps malheureusement à arriver aussi, mais ces personnages-là nous étaient présentés comme faisant partie du même univers, et il y avait toujours un petit peu soit des références dans les dialogues, soit effectivement là des crossovers. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce soit Rob Liefeld avec Youngblood ou Jim Lee, en fait, ils ont joué entre guillemets la sécurité. Ils sont partis directement sur des personnages au look, comme on le voit ici, très colorés. Clairement, on avait effectivement que ce soit le personnage de Spartan ici, ou le personnage de Maul, ou même le personnage de Voodoo, toujours dans un schéma de couleurs qui évoque effectivement les personnages de comic book. Ici, on a Spartan qui a le schéma de couleurs d'un personnage comme Captain America, notamment pour représenter son côté leadership, sa noblesse, etc. Maul qui a un schéma de couleurs qui évoque à la fois Hulk, un petit peu Thanos, bref, le violet et le vert qui sont deux couleurs que l'on retrouve souvent sur des personnages inquiétants. Et on va avoir un petit peu cette déclinaison au fur et à mesure de cet univers. Et c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, c'est que au départ, on sent que l'univers Wildstorm va tâtonner, va vouloir proposer une espèce de version très moderne, très futuriste des super-héros. Genre, vous n'êtes pas chez les super-héros à papa en spandex. Et pour autant, ils sont en spandex pour la plupart, hein. C'est le cas de pas mal de personnages de Wildcats, même si on voit déjà cette volonté dans les designs des X-Men, et notamment des X-Men, pardon, de Wildcats, ouais, lapsus, de Grifter, d'avoir ce côté déjà costume, éloigné un petit peu du costume super-héros pour aller plus dans l'équipement tactique. Alors on a Zealot avec son armure, on a Warblade aussi qui avait des éléments métalliques, mais en même temps un costume un peu spandex, parce qu'on reste quand même aussi sur les fondamentaux pour lesquels Jim Lee s'est fait connaître. Et on a vu qu'après, sur d'autres types de personnages, notamment les personnages de Stormwatch, ici, on était beaucoup plus dans des designs allant plus sur la technologie. Le personnage de Fuji est un cyborg. Là, ici, on a le personnage de Diva, si je me souviens bien, qui a vraiment à la fois un costume très d'époque et en même temps pas mal d'équipements, comme on va le voir après sur tous les personnages au fur et à mesure de Wildstorm, jusqu'à en devenir une caricature, à savoir différents types d'épaulettes, de ceintures, de gadgets en tout genre. Là qu'on va retrouver le personnage de Winter aussi ici. Et là, si je me souviens bien, c'est Battalion, le premier leader de Stormwatch. Et puis, même sur les personnages de rebelles qui étaient Jean 13, on garde quand même l'approche du spandex, des couleurs très marquées. Toujours d'ailleurs un petit peu sur des codes couleurs finalement très très classiques, hein, des comics, mais euh, je trouvais avec un agencement, notamment sur ces personnages-là, qui fonctionnait plutôt bien en termes de design. Donc finalement un début un peu super-héros avec pas mal de délire des années 90. On voit ici ce design de Spartan qui est passé par plein de designs, hein. D'ailleurs, là on le voit, même Zilot, elle n'était pas sur un design définitif. Et là, Spartan avec des chaînes autour, après qui vont être remplacées par d'autres trucs.
Donc Jim Lee part sur des fondamentaux, mais il va s'en éloigner au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il va aller injecter, alors il n'est pas le seul évidemment, mais à travers l'univers Wildstorm, on va voir comment d'autres genres vont commencer à émerger et prendre le dessus. Donc par exemple, le côté militaire, je vais en reparler après, mais c'est vrai que ce côté militaire, espionnage, qui va beaucoup marquer l'univers Wildstorm et qui va faire que de plus en plus, il va s'éloigner du côté simple super-héros, on va dire, en injectant notamment dans le background de l'univers avec la fameuse Team 7 qui était le commando dans lequel on allait retrouver des personnages comme Grifter, comme Deathblow, comme le personnage de Backlash aussi si je me souviens bien. Donc des personnages qui ont été à travers, qui vont irriguer un petit peu l'univers. Et puis on a aussi ce côté SF qui va commencer à pointer son nez et prendre de plus en plus d'importance. Là on le voit ici avec la série Authority. Euh, et puis même une dimension un peu fantasy. Donc là c'est avec la série Divine Right, une autre des productions de Jim Lee, qui était pas si mal que ça en fait. Faudrait que je la relise, mais je me souviens avoir regardé un bon souvenir. Peut-être que je vous en reparlerai un jour. Curieusement, je n'attendais pas grand-chose à l'époque, parce que j'étais très sceptique sur le côté mélange des anges, des guerriers, etc. Une époque où on avait déjà aussi beaucoup de Topco qui sortaient, beaucoup de séries dérivées autour des concepts de démons, d'anges. Spawn le faisait aussi. Donc j'avoue que j'étais très sceptique au départ, et finalement, c'était une série que j'avais trouvée très sympathique. Autre chose, comme je disais, c'est qu'effectivement, ces designs vont évoluer. Et cet univers-là, il va de plus en plus se chercher visuellement, au-delà du spandex, on va dire. Et c'est là où je trouve que Jim Lee se révèle quand même assez à l'aise, même si effectivement je regardais un petit peu dans les commentaires sur la première vidéo. C'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est clairement pas un dessinateur à la Sean Phillips qui va aller sur des vêtements réalistes et des personnages réalistes. Mais on sentait une volonté euh, de chercher autre chose un petit peu que le costume. Alors, effectivement, c'est pas du tout évident au départ. Véritablement, là, on le voit, cette itération de Stormwatch avec le personnage de Diva, je le disais, Fahrenheit, Fuji. Ici, c'est Hellstrike, si je me souviens bien, et Winter. On est à chaque fois dans une composition de personnages en tenue moulante, mais on sent la volonté de pousser un petit peu au-delà, et c'est quelque chose qui va continuer à infuser dans l'univers de Wildstorm, parce que pour un Backlash et un Grifter qui sont alors aussi avec des tropes un peu marquées comme les masques aussi, et ces looks très qui se voulaient à chaque fois badass, on va avoir cette évolution et qui peut-être va être un peu forcée parce que dans le début de Wildstorm, ces looks-là vont tomber dans une grosse caricature. Donc j'ai listé un peu les éléments classiques qu'on trouvait beaucoup au début de Wildstorm. C'est les grosses armes futuristes avec des casques, surtout le personnage de Battalion là au début avec son espèce de casque à la Buzz l'éclair un peu étrange, c'était bizarre. Des brassiers cybernétiques à gogo, des ceintures de munitions, voilà, c'est pareil. Même Spartan ici a des ceintures à munitions alors que lui projette de l'énergie, donc ça n'a pas trop de sens. Grifter évidemment. Zilot aussi était très équipé en gadgets en tout genre, on ne savait pas trop l'utilité. Et même un personnage comme Diva ici aussi. Donc. Et puis on a, voilà ce qu'on disait, ces costumes moulants, mais en même temps, de plus en plus d'armures, d'éléments cybernétiques. Et ça va devenir presque un peu la marque de fabrique de Wildstorm, puisque contrairement à Spawn, à Savage Dragon, et puis Topco va commencer sur le cyber, justement avec Cyberforce, et va s'en éloigner après l'échec de la série, et va partir dans un univers totalement différent qui va être réinventé après avec The Darkness et Witchblade. Donc il va partir plus sur quelque chose de fantasy, de fantastique même. Et c'est vraiment Wildstorm qui va garder cet ancrage très SF qui va être cultivé au fur et à mesure. Et on va voir que ça va être un point fort de cet univers selon moi. Ma petite page de pub évidemment sur Steel Comics Imprint numéro 2, mais on passe vite, puisque vous l'avez déjà lu, j'en suis sûr. Donc cette approche guerrière, j'en parlais aussi, très symbolisée par le personnage de Deathblow, que Jim Lee va co-créer, va scénariser pendant 12 épisodes à peu près, et va dessiner juste pendant quelques premiers épisodes. Je vais en reparler un petit peu après. Mais voilà, on retrouvait très fréquemment ce côté commando,
de personnages qui avaient un bagage d'agents secrets, de barbouzes, de militaires qui ont tout connu, qui ont fait toutes les guerres, qui étaient toujours suréquipés avec des grenades et tout le matériel qui allait avec. Et c'était assez marrant d'ailleurs de voir à quel point c'était devenu une totale caricature au bout de quasiment d'un an en fait. Puisque tous les personnages semblaient avoir un background comme ça de super agents. Tous les personnages à un moment donné avaient des gros flingues, des lasers, etc. etc. Et ça devenait extrêmement caricatural puisque même des personnages qui a priori n'avaient pas cet aspect, en tout cas ce bagage militaire, se retrouvaient aussi équipés ou suréquipés. Ce qui était d'ailleurs un peu aussi effectivement une trademark, hein, on le voyait, le suréquipement des personnages dans les designs, que ce soit ici, les épées, et puis les personnages après de Wetworks qui ont été créés par Wilds Portatio, restaient toujours dans cette logique-là. Et ce côté militaire-là, qui j'avoue avait fini par me lasser, euh, avec le recul, je trouve que c'était un point quand même très intéressant de cet univers-là, qui a malheureusement été pas bien écrit. Et je me souviens qu'à l'époque, les dizaines et dizaines de séries qui parlaient justement de toutes les itérations de la fameuse Team 7, avec toutes ces histoires de commandos qui étaient toutes plus bourrines les unes que les autres, m'avaient quand même pas mal lassé. Mais on a pu voir après, et c'est pour ça que j'ai mis les illustrations de Authority, puis plus tard du reboot de Wildstorm par Warren Ellis, qu'en fait ce passé et finalement cette comment dire, culture ancrée dans finalement tout ce qui était conflits internationaux, géopolitique, agence secrète avec l'agence IO, si je me souviens bien, qui complotait avec des notions de trafic d'armes, de trafic de mutants, etc. etc. Bah, finalement, c'est ce qui va être après derrière développé par Warren Ellis, notamment principalement lui, puis d'autres après, mais principal architecte en fait qui je trouve va savoir quoi faire de cet univers, sortir du côté un peu bourrin des seuls faits d'avoir des personnages militaires avec des guns, pour en faire quelque chose de finalement plus innovant, pour faire que finalement ces super-héros, même s'ils n'étaient déjà plus exactement ça, euh, deviennent avant tout des super soldats et des guerriers qui vont mener un ensemble de guerres. Et c'est en ça que je trouvais que le style de Jim Lee était plutôt adapté, puisque c'est ce qui permettait en fait de l'éloigner un petit peu du comics de super-héros traditionnel. Et puis l'autre aspect que je trouvais aussi intéressant dans l'univers Wildstorm, c'est bien évidemment l'aspect science-fiction, puisque comme je le disais, au-delà des questions des équipements high-tech, il y a pas mal d'éléments de science-fiction dans cet univers. On a effectivement des cyborgs, hein, comme le personnage, ou même un peu plus que du cyborg d'ailleurs, sur Spartan. Donc cet androïde qui va être reproduit à plusieurs reprises pour pouvoir à chaque fois y télécharger euh, sa conscience d'origine. On a le personnage de Void aussi, euh, très, euh, très ambigu dès le départ, mais avec un personnage qui est ancienne euh, taïkonaute, je crois, je me souviens plus si c'est taïkonaute ou cosmonaute, mais non pas taïkonaute, pardon, non, astronaute, cosmonaute, je me souviens plus, et qui se retrouve en fait doté de différentes capacités, je ne me souviens plus exactement de son origine, mais qui permet de se téléporter, voire naviguer à travers les dimensions. Et puis le personnage de Maul, en fait, qui comme beaucoup de Wildcats, fait partie d'une race extraterrestre, donc les Kérubim, si je me souviens bien. Et donc, en fait, on a cet ancrage-là dès le départ qui permet aussi à la série de s'éloigner des fondamentaux un peu des mutants, parce que si je me souviens bien, au tout début dans cet univers Wildstorm, il était fait référence à un phénomène d'une espèce de comète qui était passée et qui avait altéré beaucoup de gens. Et je pense que l'idée au départ, c'était de créer l'équivalent des mutants en fait, et pour pouvoir justifier tout un tas de personnages. Et je trouve intéressant qu'au fur et à mesure, ils aient utilisé finalement le background science-fictionnel de la série pour parler plus de méta-humains,
de méta-humains fabriqués notamment, et sont partis finalement dans quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus orienté sur la science-fiction, pour expliquer les pouvoirs et les différents personnages qui existaient, et un petit peu moins sur la notion de mutant. Et donc c'est comme ça que les autres concepts vont se développer. Fuji, comme je disais, ça a aussi un androïde. On a tous les personnages des Deviates aussi qui étaient des expériences génétiques pour faire simple. Et puis même les nouvelles itérations des Wildcats, qu'avait travaillé Alan Moore. Le personnage de Tao est une création génétique. On a la cyborg euh, Maxine Winchester, si je me souviens bien de son nom. Lady Tron, c'est ça, ouais. On a le Max Cash, ouais, c'est ça, le frère de Grifter. Et puis même le personnage de Majestic, donc, est un alien, est un guerrier alien. Donc on a vraiment ce background-là. Et encore une fois, je trouvais que ça allait bien au style de Jim Lee, qui est très à l'aise évidemment sur la partie high-tech, et qui finalement semblait vouloir tendre vers quelque chose comme ça de beaucoup plus éloigné des fondamentaux de DC et de Marvel. Et donc ça lui permettait aussi je pense, euh, justifier, ou en tout cas se faire plaisir au niveau de la dimension high-tech dont je parlais dans les X-Men et qu'il avait amené, et le fait qu'en termes de design, il avait euh, apporté cette grosse plus-value dans la série. Et particulièrement, moi j'étais très fan de cette cover ici de Wildcats 21, et du costume qu'il avait designé au personnage de Max Cash, qui s'appelait Code Red, non, c'est un truc comme ça. Bon, bref, j'ai oublié, ça n'était pas très inoubliable ce personnage-là, mais en revanche, cette espèce d'armure avec ses effets, je l'ai trouvé extrêmement classe, et c'était bien dommage parce qu'il ne la portait pas dans le reste du comics. Et cette dimension SF, comme je disais, elle va être vraiment développée après par Warren Ellis, à travers Stormwatch tout d'abord, cette série qui reprend plus tard, qui était au départ un groupe de super-héros euh, travaillant pour l'ONU, donc quelque chose d'assez simple, et il en fait une force de plus en plus ambiguë, de plus en plus interventionniste, de plus en plus brutale, sous la direction du personnage de Bendix. Et puis il va faire évoluer encore plus ce concept-là vers évidemment Authority, que tout le monde connaît, parce que vous avez aussi vu les vidéos que j'ai consacrées à cette série que j'adore. Et donc il va encore plus ancrer cette série dans un univers de SF pur, avec les notions de dimension parallèle, d'aliens aussi, etc. Et enfin, le summum de ça, c'est Planetary, autre monument, autre bijou incontournable de l'univers Wildstorm. Planetary, qui là aussi va brasser un maximum de concepts, surtout de SF, mais même le fantastique est expliqué généralement, ou en tout cas va les trouver euh, des, euh, des racines dans des phénomènes plutôt de pseudosciences et de science-fiction. Donc cet ancrage-là, je trouve que c'est ce qui donnait vraiment la singularité à l'univers de Wildstorm. Et encore une fois, je pense que ça a été euh, une envie peut-être, ou une influence de Jim Lee dès le départ, de vouloir partir dès les Wildcats sur des concepts de SF. Alors peut-être pour retrouver autre chose que les mutants, mais en tout cas ça a donné à cet univers cette teinte qui, je trouve, le singularisait, et sur lequel il était, je pense, vraiment avait un style très adapté à pouvoir dépeindre ce type d'univers. Et puis donc il y avait l'approche évidemment qui se voulait, hein, plus violente et adulte. Alors à comprendre à l'époque, violente et adulte, c'était des personnages qui a priori collaient plus de bastos dans le corps de leurs adversaires, pouvaient leur couper la tête, etc. Donc quelque chose d'un peu plus violent que ce qu'on pouvait voir chez Marvel et DC, évidemment. Incarné et représenté pas mal par le personnage de Deathblow, dont je vais reparler après aussi, mais une caricature aussi, quelque part, de ce que l'on se faisait comme idée à l'époque de ce que devait être un comics plus adulte. Donc ça passait par, comme ici, la représentation un petit peu plus sexualisée de personnages féminins, mais quand je dis un petit peu plus sexualisé, c'était un peu ironique par rapport à Marvel, mais surtout quelque chose qui restait quand même assez prude, hein. On n'est pas
dans ce qu'a pu faire de l'indépendant, qui est allé vraiment clairement après sur le volet ou sur des problématiques plus sexuelles ou des représentations plus sexuelles. Ceux qui lisent la magnifique série Saga savent de quoi je parle. Là, on restait quand même dans l'idée du sexy joli, avec effectivement une représentation des personnages féminins encore plus exagérée que ce que on pouvait imaginer déjà de Jim Lee, qui a amené en fait, un petit peu toute la vague des bad girls des années 90, de plus en plus caricaturales. Et d'ailleurs, je pense que le dernier on va dire, la dernière inspiration pour cela, ça a été Witchblade, qui a fini vraiment de nous amener dans l'ère de l'héroïne à la plastique, on va dire, exagérée pour les comics. Et on s'est retrouvé avec tout un tas de personnages comme ça, type Darkchild et autres. Mais Jim Lee avait amené un petit peu ça, et ça faisait partie, on va dire, du sel qui pouvait plaire aux ados qu'on était. Enfin, j'étais un petit peu plus encore, un peu plus âgé, mais parce que effectivement, ça faisait partie de quelque chose un petit peu plus poussé que ce qu'on pouvait voir chez Marvel et DC. On avait évidemment la violence. Là, on le voit, le personnage de Warblade qui défonce un personnage un alien, euh, et un fameux démonite en fait, qui sont les ennemis des Kérubim. Et puis donc voilà, ça restait quand même une forme de violence qui n'était pas gore et graphique, qui restait tout de même acceptable au-dessus de la norme. C'est peut-être Spawn et le Savage Dragon qui, selon moi, ont poussé un peu plus les potards là-dessus. Surtout le Savage Dragon d'ailleurs, au bout d'un moment. Mais l'univers Wildstorm restait au départ quand même un peu plus accessible, même si Warren Ellis notamment, avec Tom Raney sur Stormwatch et puis après sur Wildstorm, sur Authority, pardon, a quand même beaucoup plus poussé la représentation de la violence. Puis après Mark Millar et Frank Quitely aussi. Donc ça a été quand même quelque chose qui a évolué dans l'univers Wildstorm, de quelque chose de, j'allais dire, de un peu basique et un peu ado comme représentant de la violence, et puis en même temps quelque chose d'à peu près un peu plus sérieux chez d'autres auteurs avec Warren Ellis et autres. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, j'avais mis cette page ici, qui est une des pages du premier Wildcats. Et ce que je trouvais drôle, c'est la référence ici directe par cette image d'introduction du personnage de Jacob Marlowe dans une ruelle recroquevillée et ce qui devait être, ce qui était déjà à l'époque une référence absolue, qui était Daredevil Born Again, puisque c'est une des images que l'on retrouve dans un des épisodes, je sais plus c'est le 3 ou le 4, dans lequel on retrouve le personnage de Matt Murdock comme ça dans une ruelle allongée exactement avec un angle dans ce sens-là, etc. Donc c'est sans doute déjà à l'époque une note d'intention qui est de dire regardez, nous on va faire aussi mature que Daredevil Born Again, ce qui était quand même un sacré challenge. L'aspect militaire, j'en parlais aussi avec cette série de Deathblow. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, moi je l'ai commencé, alors je ne l'ai pas terminé encore, en numérique. Ces images que j'ai mis dessinées par Jim Lee, en fait, ne vous emballez pas, c'est pas les 12 épisodes qui sont dessinés par Jim Lee. Il y en a très peu. Notamment dans les premiers, il y a aussi le dessinateur Scott Clark qui, je crois, il me semble, est décédé il y a quelques années, qui a un style assez proche aussi en tout cas, mais beaucoup plus rond. Et puis après, c'est Tim Sale qui fait vraiment le gros du boulot. Alors, super dessinateur Tim Sale, mais quand même très différent du style de Jim Lee. Donc, regardez un petit peu si vous voulez l'acquérir en VO. Ne vous attendez pas à ce que tout l'album soit comme ça. Ce qui est intéressant sur ce style-là, alors je pense que les lecteurs auront compris que ça évoque une autre série un petit peu, qui s'appelle Sin City, donc encore peut-être une fois un lien et une volonté de se référencer, voire de se confronter à Frank Miller, hein. Mais en fait, Deathblow est sorti après Sin City, hein, il est sorti un an après, et on a un peu l'impression que c'est une tentative de réponse
de Jim Lee, puisqu'on le voit ici, que ce soit dans la construction des zones blanches avec ces gros aplats de noir, ces contrastes très forts dans les silhouettes, même ici, là, dans le décor, en fait, qui sont des choses que l'on retrouve sur Sin City, mais quand même avec un Jim Lee qui est quand même connu pour son niveau de détail et qui donc va en rajouter beaucoup, va essayer de beaucoup texturiser son dessin avec des effets qui sont... euh, on peut être partagé. Euh, Par exemple, il y a cet effet de musculature ici qu'on le retrouve souvent en fait, où il y a un aplat de noir, mais avec pas mal d'effets blancs qui représentent finalement pas grand chose, mais comme des plis un peu, il le fait aussi sur le visage de Deathblow. Beaucoup d'effets de texture par des traits blancs ici en contraste ou directement par des traits noirs ici, on le voit sur à la fois des ombres et aussi sur les matières, ou ici beaucoup de détails dans la musculature. Ça avait pas forcément toujours du sens, on va pas se mentir, en termes de gestion des ombres. Et ça pouvait rendre des fois un peu la lecture un peu confuse, mais on sent que Jim Lee a voulu expérimenter sur ce style, pas tout au long des épisodes, et peut-être que justement c'était un style très compliqué à tenir, sachant que de mémoire c'est lui qui s'ancrait aussi sur Deathblow, il n'avait pas Scott Williams en ancrage, donc peut-être que c'était un style un peu trop dur à tenir sur le long terme pour lui, mais en tout cas, moi ce que j'aime sur ces quelques pages, c'est que c'est très expérimental, pour Jim Lee, j'entends. Et à l'époque, quand j'avais vu ça, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que ça montre que cet artiste, il est quand même capable d'aller sur autre chose que ce pourquoi il était connu. Il était peut-être aussi à une époque où il était, j'allais dire, un peu trop étiqueté, un peu trop marqué par le style. Et puis peut-être que aussi il avait été tellement copié qu'il avait envie de prouver à un moment donné qu'il pouvait faire un peu autre chose et aller sur un autre style. Mais pour autant, c'est pas un style pleinement abouti. Euh, on retrouve quand même sa structure de dessin, que ce soit dans la musculature, dans la façon de composer les personnages. Cette surcharge de traits, elle est intéressante, hein. Il faut quand même un sacré talent pour arriver à rendre ça quand même visible. Mais pour autant, son storytelling ne changeait pas forcément. Et ça donnait parfois un peu trop l'impression, je trouve, de vouloir euh, singer un petit peu le principe de Miller, et notamment sur cette cover, on le voit, hein. On est notamment sur l'utilisation des différents traits noirs que Miller va utiliser avec les fameux stores qu'on voit dans Sin City. Donc là, c'est une grille en fait. Donc on est sur des codes graphiques effectivement empruntés, ou en tout cas qui semblent vouloir aller un petit peu dans le style de Sin City, appliqué avec le style de Jim Lee, comme si cette fusion-là, elle allait être, j'allais dire, banco immédiatement, c'est-à-dire prendre un style très innovant chez Miller, lui rajouter la patte détaillée de Jim Lee. Ça semblait un peu une évidence à l'époque, au début des années 90, pour faire une espèce de carton absolu en ralliant ces deux choses, mais ces deux choses sont aussi opposées en termes de démarche artistique. Et donc, je trouvais intéressant que Jim Lee se confronte sans tout à fait aller jusqu'au bout de l'expérimentation à cette recherche d'un style différent de ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, dans ces trois illustrations, c'est assez drôle, mais celle de gauche ici, je trouve qu'on est presque sur un dessin traditionnel de Jim Lee, puisque même le style d'ancrage ici est à peu près le même. Dans celle du milieu, on est déjà dans quelque chose de plus proche dans cette fusion de styles, et notamment au niveau du pantalon, où il y a cette construction avec un aplat de blanc pour montrer les plis en noir, ou ici on le voit notamment dans toutes les textures, la façon dont c'est travaillé, c'est déjà très différent de ce qu'il faisait, de la façon dont l'ancrait Scott Williams. Et ici par contre, on est dans la dernière illustration de droite, là on est dans quelque chose un peu plus proche de Miller, plus avec des gros ancrages un peu volumineux, ici on le voit. On n'est pas sur un gun ultra détaillé, on n'est pas non plus ici, on a des grosses masses de noir, on a quelques traits, euh, mais qui vont marquer les plis, mais qui sont beaucoup plus grossiers que ce qu'on a à gauche. Et puis on a cette stylisation du décor aussi, qui là encore n'est pas forcément dans l'habitude de Jim Lee de rester à ce niveau de volume et de grosse masse. Donc c'est intéressant. Moi, j'aurais voulu qu'il aille plus loin dans ce style-là et qu'il le tente. Il avait fait d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais si vous le retrouvez, il avait fait une histoire courte pour une anthologie horrifique chez DC qui s'appelait Flinch,
C'est une histoire assez simple, mais c'était un style pareil, très dépouillé, pour le coup, plutôt presque en ligne claire, et encore une fois, voilà une expérimentation que je trouvais intéressante, et une expérimentation qu'il avait poussée aussi un petit peu plus tard dans un Batman, qu'il avait fait dans Batman Black and White, une histoire courte dans laquelle il s'était ancré lui-même, pareil, avec un style plus jeté. Donc c'est un peu mon regret, c'est que Jim Lee ne soit pas allé plus loin dans l'expérimentation, et je vais en parler dans les prochaines vidéos sur l'évolution de son style. Là, je pense que le terrain de chasse qui était Wildstorm aurait pu lui permettre d'aller sur des histoires plus dures et d'expérimenter autre chose. J'ai mis ces exemples ici d'un Tom Raney, dont je ne suis pas le plus grand fan, mais qui est un artiste talentueux. Bah, Tom Raney, moi je l'ai découvert sur ici les planches de Stormwatch. Euh, et je trouvais intéressant pour le coup que ce dessinateur avec ses styles un peu déformés, ses personnages un peu caricaturaux, etc., finalement se confronte à une série horrifique. Et Warren Ellis lui donne de la matière pour ça. Et son style allait plutôt bien avec. Et encore une fois, c'était une façon de s'éloigner des archétypes des super-héros. Et je pense que Jim Lee aurait pu faire du bon boulot. D'ailleurs, dans l'épisode 47 de Stormwatch, scénarisé par Warren Ellis, il fait un passage. Alors un passage, j'allais dire, entre deux, entre deux mondes, puisque on est à la fois sur une histoire de Warren Ellis, mais on est sur un Jim Lee qui va tout raconter en splash page. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ça, c'est la cover de l'épisode. Donc vous voyez qu'il est déjà dans le style classique de Jim Lee de l'époque. Et en fait, dans le reste de l'histoire, ben, en fait, c'est vraiment une série de pin-up plus ou moins réussis, on va dire, et qui vont de... Et là, j'ai mis ces trois exemples parce qu'on a à la fois le Jim Lee ici à gauche, très high-tech, qui a designé un super décor pour le Witherman Bendix. On a un Jim Lee qui s'essaie un peu à l'horreur gore, avec, je trouve, plus ou moins de réussite. En tout cas, qui fait quelque chose de très esthétique, mais justement pas, qui manque un petit peu de côté un peu craspec. Et puis on a le Jim Lee, bah, comme je disais, très euh, dans très à l'aise dans son style super héroïque, aussi pas mal SF. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait matière chez Wildstorm pour qu'il expérimente beaucoup plus, et peut-être qu'il nous montre qu'il était capable de faire évoluer son style, ce qui va pas être le cas. Et en même temps, ça peut s'entendre qu'un artiste, et je vais conclure là-dessus, hein, qu'un artiste qui finalement est devenu une superstar, une icône du comics, sur un style très caractéristique, bah, finalement en devienne prisonnier et en reste prisonnier. Et c'est ce que je vais aborder dans les prochaines vidéos, c'est que finalement, son retour chez DC l'a amené dans un univers où il a amené ce style-là, et avec derrière, bah, peut-être s'est confronté à ses limites. Et c'est en ça euh, que je voulais parler de l'évolution de Jim Lee sur plusieurs vidéos, parce que s'il s'est, on va dire, construit et a explosé chez Marvel sur les X-Men, c'est aussi pour moi parce que l'univers des X-Men lui permettait déjà d'être un peu dans la SF, un peu dans ce type de personnage-là, dans lequel il a excellé après. Vous l'auriez mis sur Spider-Man à l'époque, je pense que ça aurait pas donné du tout la même chose. Même sur les Avengers, je pense que ça aurait été compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs quand il a travaillé sur les 4 Fantastiques, on le sentait quand même beaucoup, beaucoup moins à l'aise lorsqu'il y a eu Heroes Reborn. Euh, Là, en l'occurrence, je trouve que l'univers Wildstorm, avec tous les défauts de ses premiers épisodes de Wildcats, hein, son découpage un petit peu trop orienté pin-up, et puis sa scénarisation un peu basique, je garde toujours, en tout cas, cette impression, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, que cet univers était fait pour lui, que ça lui permettait à la fois de montrer toute sa palette, aussi bien dans la représentation guerrière des personnages que le côté high-tech, le côté super-héroïque. C'était une fusion que je trouvais intéressante, qui aurait mérité d'être beaucoup mieux scénarisée, d'avoir été peut-être un peu mieux construite et un peu mieux tenue en termes de personnages et d'univers. Mais je pense que c'était l'univers qui était le plus adapté à tout ce que Jim Lee pouvait fusionner, au-delà des super-héros classiques. Donc cette forme un peu de modernité de l'époque, hein, j'entends, des représentations des super-héros, et il aurait pu amener finalement un univers plus cohérent de SF,
mais, et on va le voir après, le bonhomme n'est pas non plus exempt de limites. Et c'est là où après, peut-être que son style était aussi très marquant et très impactant dans le contexte des histoires de l'époque, mais qui aujourd'hui est peut-être un petit peu moins adapté, ou en tout cas s'est fait rattraper par d'autres. Mais ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez suivi Wildstorm à l'époque, ce que vous en avez pensé, quelles étaient les séries que vous préférez. C'est un univers et un studio qui, moi, m'a à la fois passionné et des fois exaspéré. Et donc je pense que j'en reparlerai. J'ai déjà parlé de pas mal de séries, des labels Cliffhanger notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Et puis si mon analyse finalement de rapport entre Jim Lee et son univers, ben, ça vous parle, ou est-ce qu'au contraire pour vous, il est l'homme plutôt de Batman ou des X-Men. Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire tout ça. Merci encore et puis à très bientôt. Ciao.